À ce stade, il convient d'évoquer la nature profonde de ce prince qui, en 1461, venait ceindre la couronne de France. Physiquement, le dauphin Louis ne sublimait certes pas son entourage par la beauté de ses traits. Ses interlocuteurs restèrent marqués par son long nez busqué que surplombaient deux yeux enfoncés sous de proéminentes arcades sourcilières. Le sommet de son crâne laissait poindre une calvitie naissante, qui eut bientôt raison de ses cheveux noirs. Louis XI prit méticuleusement soin de rectifier ce détail dans les peintures ou sculptures le représentant. Toutefois, comme l'indique Lidwin Scordia, le visage que retint la postérité, à savoir le portrait attribué à Jacob de Littmont, ne correspond pas à celui des autres représentations, pourtant très certainement plus fidèles à la réalité. Ce disgracieux souverain fut souvent décrit comme misérablement vêtu et peu soucieux d'esthétique. Cette affirmation reste à nuancer, dans la mesure où, en tant que dauphin de France financièrement dépendant, Louis s'attachait à l'élégance. En tant que prince des fleurs de lys et futur roi de France, il ne pouvait se désintéresser de la qualité de son vêtement, se parant de pourpoints ajustés, de robes longues de drap d'or, de velours cramoisi ou de velours noir, achetant d'excellents draps de soie et se couvrant de riches orfèvreries lors des entrées royales. Devenu roi, Louis XI délaissa largement la somptuosité au profit du confort. Happé par son métier de roi marqué par les itinérances, il privilégia les tenues de voyage aux robes d'apparat. Plus à son aise pour effectuer de longs déplacements, le roi pragmatique affectionnait particulièrement l'habit de chasseur, le pourpoint court et les chausses à la mode italienne ou bourguignonne. Ses interlocuteurs le virent également revêtu d'une robe de gros drap gris fourrée d'agneau blanc. Aussi, loin de négliger son habit comme l'affirment certains auteurs, Louis avait-il soin de porter des vêtements adaptés aux tâches qui lui étaient dévolues, ainsi qu'à sa peau fragile, en proie à l'eczéma. Toutefois, Louis XI comprenait l'utilité politique de son apparence et n'hésitait pas à se parer de somptueux habits royaux, robes de pourpre à ceinture et fourrées d'hermine et robes de satin notamment, lorsqu'une démonstration de puissance ou d'abondance lui paraissait nécessaire. Par ailleurs, il a souvent été fait mention des fameux chapeaux de Louis XI. Là encore, il s'agissait pour le roi d'assurer son confort plus que son élégance. Pour la chasse, il portait de petits chapeaux. Pour ses voyages, il préférait les couvre-chefs en feutre, à large bord, fourrés de bièvre, et reposant sur un bonnet couvrant ses oreilles. Loin de négliger sa coiffe, le roi de France veillait donc à se procurer de nombreux chapeaux de qualité pour des montants parfois colossaux, jusqu'à 300 livres. Il avait également l'habitude d'y faire coudre une médaille d'un piètre métal censé le protéger des dangers de la route. Par conséquent, il existe de nombreuses différences entre les images d'Épinal relatives à Louis XI et la réalité de son apparence. Il n'était pas ce prince bourgeois rustre et misérable, sans goût vestimentaire comme le suggèrent les légendes, sinon ce roi itinérant, pratique, très soucieux de son confort et fort conscient de son aura politique. Bien que les fonctions royales occupassent une large partie du quotidien de Louis XI, ce souverain affairé ne manquait pas de loisirs. Comines le décrivait comme un être assez lettré, plein de curiosité et de bon sens. Il aimait à demander et entendre de toutes choses, et avait le sens naturel parfaitement bon, lequel précède les autres sciences qu'on ne saurait apprendre en ce monde, écrit-il. D'après Robert Gaguin, son instruction surpassait celle dont jouissaient habituellement les rois. Louis, en effet, lisait et parlait latin, qui restait à l'époque la langue de la communication et de la culture. Il maîtrisait également l'italien et n'hésitait pas à converser avec les ambassadeurs de la péninsule dans leur propre langue pour leur plus grande satisfaction. Ceux-ci rapportèrent dans leurs lettres l'aisance du roi de France à parler comme nous, entremêlant quelquefois son discours de mots latins. Par-dessus tout, Louis XI pratiquait la langue française avec force précision, détaillant ses instructions de sorte qu'elles fussent bien comprises. Doué par ailleurs d'une vive intelligence et d'une foisonnante mémoire, Louis affirmait « je ne suis pas grand clerc » ou « quant au latin, je n'en sais point », de sorte à délibérément tromper ses interlocuteurs quant à l'étendue réelle de son instruction. De même, sur ses vieux jours, il eut loisir à se faire passer pour plus sourd qu'il n'était. Assez inventif, Louis XI n'était pas hostile aux innovations et aux grands changements si mal vus en ce siècle où l'appellation de nouvelleté comportait une connotation foncièrement péjorative. Outre sa maîtrise de la langue écrite et parlée, les ambassadeurs milanais appréciaient l'étendue des connaissances de Louis XI, qui citait souvent les meilleures autorités, d'après Carlo Visconti.
Très peu sensible aux questions théoriques et abstraites, le pragmatique roi Louis recherchait dans la lecture une utilité concrète. Il se consacrait donc à l'apprentissage de l'histoire, de la Rome antique au règne des Valois, discipline sur laquelle fondait sa pratique de gouvernement. À l'étude du passé s'associait celle du droit, instrument de pouvoir fondamental dont il maîtrisait le fond et la forme. Appréciant la compagnie de ses bons docteurs juristes, Louis XI mobilisait généralement l'arme juridique en vue de justifier ses desseins politiques. Il adjoignait à ces notions une parfaite compréhension de la géographie, connaissant fort bien son royaume des 4 rivières, délimité par l'Escaut, la Meuse, la Saône et le Rhône. Très intéressé par la médecine, Louis avait plaisir à se procurer des ouvrages et à prodiguer des conseils en vue de soigner quelque affection dans son entourage. Relativement insouciant dans sa jeunesse, Louis était devenu un homme plein d'inquiétude à l'égard de la mort. Vigilant sur sa santé, il n'en demeura pas moins courageux à la guerre. Comme la plupart des princes qui, comme lui, avaient nombre d'ennemis, Louis XI redoutait surtout l'empoisonnement et possédait quelques remèdes. Enfin, le roi s'appuyait sur d'autres disciplines dont l'astrologie, autrefois branche de la médecine, et la vie des saints. Le roi Louis était en outre un excellent chasseur. Infatigable, il pouvait multiplier les longues chevauchées et se mettre en chasse chaque matin. Passionné par la vénerie, pratique en laquelle il était des plus experts, Louis s'intéressait particulièrement aux chiens avec une préférence notable pour les lévriers. Le curieux souverain leur avait d'ailleurs donné des noms fort cocasses, les appelant cher ami, Paris, Artus, Plessis et Beauvoisin. Il leur confiait également les meilleurs soins et les dotait des plus beaux colliers. Nombre de cadeaux diplomatiques adressés au roi de France prirent ainsi acte de ses goûts en matière de chiens et d'oiseaux de proie. Comme beaucoup de princes, Louis XI disposait d'animaux divers et variés, y compris des plus insolites. En 1439 déjà, il parcourait la campagne aux côtés d'une jeune lionne dans les environs de Limoges. De même, pour l'accompagner dans sa chasse aux lièvres, le roi Louis se dota d'un léopard. Au gré des échanges diplomatiques, il acquit de nombreux oiseaux exotiques, des dromadaires et des autruches, ainsi qu'un éléphant. Par ailleurs, Louis XI était homme à manger et boire de bon cœur. Comme le voulait la tradition, il comblait son entourage de ses bienfaits, notamment par les plaisirs de la table. Ainsi, lorsque l'un de ses fidèles s'acquittait brillamment d'une mission, le bon roi de France lui promettait de faire bonne chère. Privilégiant les repas en petit comité, abondants mais sans ostentation, Louis ne lésinait pas sur les bons vins de Loire et autres vins clairés dont regorgeaient ses caves. D'ordinaire, il appréciait la compagnie des gentilshommes de petite et moyenne noblesse, non titrés et de fait incapables de se passer de lui. Moins dévoyé que son père mais bon vivant néanmoins, le dauphin Louis, devenu veuf dès 1445, multiplia les maîtresses lorsqu'il séjourna en Dauphiné. Guyette Durand, fille de notaire, Félix Reynaud, épouse puis veuve d'un écuyer, et Marguerite Sassenage, fille de baron, comptèrent ainsi parmi ses conquêtes. Devenu roi, il laissa de jolies femmes prospérer dans son entourage, appréciant leur compagnie jusqu'à les amener à la chasse, partageant sa selle avec l'une d'elles. Certes charmé, Louis XI ne vouera pas aux femmes d'affection passionnée. Pendant trop longtemps, il avait vu se prélasser auprès de Charles VII d'ambitieuses intrigantes dont il avait appris à se méfier. Trop orgueilleux, trop indomptable, trop méfiant, trop avide de pouvoir, le roi Louis ne laissa jamais personne dicter sa conduite ni infléchir sa politique. Néanmoins, armé d'un humour redoutable, il occupa ses longues journées d'exil en Bourgogne à se faire narrer des histoires grivoises dont il aurait même participé à la rédaction. L'infortuné dauphin, il est vrai, devait compter avec une épouse subtilement décrite par Comines comme n'étant point de celle où on devait prendre grand plaisir, mais au demeurant fort bonne dame. Pour autant, Louis XI fut satisfait de Charlotte de Savoie, femme dévouée à son mari qui lui donna 7 enfants, dont 4 moururent hélas fort jeunes. Lorsqu'en juillet 1473 il perdit François, son 3e fils, né en 1472, Louis fit vœu de n'avoir plus aucune relation hors du lit conjugal. N'en restant pas moins galant, il tint à peu près parole. Par ailleurs, ayant eu de nombreuses filles avec ses maîtresses, Louis XI ne négligea pas leur utilité politique, leur arrangeant de bons mariages auprès de partis intéressants pour le bien de notre royaume. Ainsi, chaque divertissement, même des plus anodins, offrait au roi des occasions de servir ses intérêts politiques. Louis était un prince des plus loquaces. Sa mémoire et l'étendue de ses connaissances lui conféraient une aisance singulière dans la formulation de bons mots et de traits d'esprit. Aimant beaucoup discuter, ce roi avait l'art de l'éclat,
et savait comme nul autre ponctuer ses tirades d'un humour souvent piquant. Maniant ironie et sarcasme, Louis XI avait pour habitude d'attenter aux susceptibilités. Devant un ambassadeur milanais sollicitant son aide pour assister le duc de Savoie, pourtant neveu du roi de France, il fit mine de ne pas avoir encore appris son nom. En 1465, alors que le duc Jean de Calabre accusait Louis XI de ne pas soutenir la cause angevine à Naples, le roi se contenta de rire aux éclats en remerciant Dieu de lui avoir fourni un si bon sujet d'amusement. À sa sœur Yolande de Savoie, libérée des geôles où la tenait recluse son ancien allié le duc de Bourgogne, il l'accueillit d'un Madame de la Bourgogne, soyez la très bienvenue, mordant allusion à sa trahison passée. Sur ces derniers jours, Louis XI ironisa auprès des délégués des villes, leur lançant goguenard « Je sais bien que vous préférez me voir sous les traits d'un vieillard plutôt que sous ceux d'un mort. » Acérés, les traits d'humour de ce roi si indifférent à l'amour-propre de ses interlocuteurs lui suscitèrent bon nombre de haines. Caustique, il donnait des sobriquets peu reluisants à ses soutiens comme à ses ennemis. Les vieillards de Suzanne, pour les comtes de Maine et de Dunois, le prince des 30 deniers, le prince d'Orange comparé à Judas, Trahison d'or, pour désigner Toison d'or, le héros de Bourgogne. Ses grands-parents eux-mêmes firent les frais de sa verve. Recevant un jour l'ambassadeur du roi Ferrante de Naples, le fils bâtard d'Alphonse V, Louis XI se laissa emporter dans une digression au cours de laquelle il qualifia sa propre grand-mère, Isabeau de Bavière, de fief et catin, avant de demander au diplomate napolitain « Et votre roi, étant donné ce qu'il est, croyez-vous qu'il soit le fils du roi Alphonse V ?» Ses rages lui arrachaient également de violentes comparaisons. Une chasse infructueuse, un projet mis à mal, un péril imminent suscitait la mauvaise humeur du roi, et, partant, d'acides remarques. Ainsi, en août 1479, fort mécontent de ses capitaines défaits à Guingat, Louis pesta. On me mande que, si j'ai envie d'avoir de bons chevaux et bien vite, j'en envoie quérir en Picardie, pour ce qu'il y a de mes capitaines qui les ont bien éprouvés à la course en retournant en leur logis. Toutefois, le roi Louis avait conscience de parler un peu trop et un peu trop vite, tentant parfois de se racheter ou de rattraper ses maladresses. Je sais bien que ma langue m'a porté grand dommage, aussi m'a-t-elle fait quelquefois du plaisir beaucoup, toutefois, c'est raison que j'aurais par l'amende. Néanmoins, Louis XI savait doser ses traits d'esprit, qu'il accompagnait bien souvent d'une jovialité familière et tactile, prenant le bras de son interlocuteur avec une plaisante affabilité. Certaines formulations furent très appréciées. En 1478, évacuant Cambrai en vue de faciliter les négociations auprès de Maximilien de Habsbourg, le roi Louis se souvint qu'il avait fait remplacer l'aigle impérial par les fleurs de lys aux portes de la cité. Le corps de ville reçut donc fort courtoisement la consigne suivante « En ce qui concerne nos armes, vous les ôterez quelque soir et y logerez votre oiseau. » Un jour que Ouast, à la tête de sa troupe, rencontrait des difficultés devant le col du Pertus, il eut la surprise de lire dans un courrier royal « À ce que je vois, vous saignez du nez pour le Pertus ». De même, les Bordelais furent informés par le roi Louis de l'imminence d'une invasion anglaise au mot suivant « Les Anglais ont, contre les vendanges, donné bruit de faire une armée pour descendre en Gascogne ». Sachant juger ces gens, Louis connaissait les immenses qualités du fidèle Jean Bourré, lequel néanmoins ne brillait pas par son courage. Aussi fit-il remarquer à son entourage que Bourré traverserait la terre pour lui, mais qu'il mourrait de peur en route. Lorsqu'en 1471 il le chargea de collecter des financements, il lui confia de trouver de l'argent en la boîte à l'enchanteur, élégante formule pour lui dire de se débrouiller. Espiègle et grivois, le roi sut amuser ses compagnons d'armes lorsque, devant un déploiement de la milice parisienne en 1467, il ironisa sur cette soldatesque improvisée, composée de bourgeois n'ayant jamais combattu, assurant que les bourgeoises chevauchaient bien mieux que leurs maris. Enfin, parfois cynique, Louis XI, évoquant un homme qu'il désirait faire pendre, ordonna que fussent préparées les noces du galant avec une potence, laissant poindre en ce prince un sens de l'humour pour le moins grinçant. Louis, aussi bien comme dauphin que comme souverain, ne fut pas un maître facile. Sévère et exigeant, il requérait de ses compagnons une obéissance aveugle et un dévouement sans faille. Méfiant, car les espions et les comploteurs étaient nombreux, il devait imposer prudence et discrétion à ses plus proches partisans. Lorsqu'une tâche leur était confiée, il fallait qu'elle fût réalisée rapidement, avec succès et efficacité. Qu'il n'y ait point faute devint, en quelque sorte, sa maxime favorite. Elle jalonna nombre de ses missives. Contenter un tel homme était donc ardu, car travailleur et passionné,
Louis XI n'épargna pas ses soutiens plus qu'il ne s'épargna lui-même. C'est pourquoi il lui était nécessaire de s'entourer d'individus expérimentés, talentueux et acquis à sa cause, capables de mener à bien leur mission. En contrepartie, la vigilance, le charme et la générosité de Louis veillaient à ce que cet entourage lui restât fidèle. Quel que fût le rang de ses acolytes, Louis XI s'assurait à les rétribuer amplement dans leur réussite. Même dans les moments les plus précaires, le dauphin parvint toujours à verser de confortables pensions à ses officiers et serviteurs, quitte à s'endetter personnellement auprès de banquiers fort circonspects, qu'il finissait toujours par rembourser néanmoins. Outre les honorables revenus qu'il leur allouait, Louis comblait ses partisans de nombreuses prévenances. Bon vivant, le prince, dont la rondeur procurait une agréable compagnie, prenait grand soin de ses hommes, de leur santé, de leur avancement, de leur mariage et de leurs ambitions. S'attachant principalement aux nobles de petit état qui, contrairement aux grands féodaux, étaient à la fois dépourvus de puissance et de revenus, il ne conditionnait pas ses bontés selon les classes sociales. Ainsi, lorsque, exilé au château de Genappe, il constata que ses finances étaient des plus alarmantes, le dauphin, contraint de se séparer de quelques domestiques, s'évertua d'abord à leur trouver un nouvel emploi. De même, lorsqu'il dénicha en Flandre un barbier dont il nota le talent d'administrateur, il le prit à son service et lui confia des tâches d'organisation. Cet Olivier de Necker, anobli en 1474 sous le nom d'Olivier le Daim, connut par les complaisances de Louis XI une ascension hors du commun au sein de l'administration royale. Par conséquent, le dauphin devenu roi veilla toujours à ce que la fidélité fût profitable à ses gens, de sorte qu'ils lui demeurassent dévoués en toutes circonstances. Les intéressés, du reste, ne s'y trompèrent pas. Nombre d'entre eux, attirés par l'activité et le caractère du souverain, abandonnèrent leur maître au profit du généreux roi de France. Pas moins de 78 fidèles rallièrent ainsi sa cause comme transfuges. Ainsi Louis XI imposait-il à son entourage une personnalité rude, tenace, intraitable, parfois caustique, souvent de mauvaise foi et toujours très exigeante, mais néanmoins il parvint pendant les longues années de son règne à conserver et à captiver nombre de partisans fidèles dont il sut rétribuer les mérites et gagner l'admiration. Dans tous les aspects de sa vie, Louis XI accompagna ses actes de nombreuses dévotions. Très pieux, y compris au regard des standards de l'époque, il multiplia les manifestations religieuses, prières, vœux, pèlerinages, reliques, médailles. Ses adversaires eurent au fait de blâmer le roi calculateur et manœuvrier, d'hypocrisie et de superstition. Pourtant, la ferveur de Louis était des plus sincères. À l'instar de la plupart des princes, comme dauphin puis comme roi, tous les matins il entendait la messe, disait ses heures lorsqu'il le pouvait, et se confessait chaque semaine. Élevé selon une éducation rigoureusement religieuse par Jean Majoris, Louis croyait sans douter. Comme bon nombre de ses contemporains, il entretenait une relation très intime avec le divin. Les grandes crises schismatiques de l'Église, il est vrai, entre 1378 et 1418, avaient passablement contribué à généraliser la devotio moderna en Europe occidentale, à savoir un rapport privilégié et individuel avec Dieu, dont Jeanne d'Arc fut à ce titre un illustratif exemple. En bon chrétien, Louis XI fondait sa foi sur le culte des reliques, la prière, la méditation, les pèlerinages, les vœux et les fondations. Pragmatique, le prince n'était pas moins en proie aux scrupules. En 1447, il demanda au pape l'absolution pour les crimes qu'il avait tolérés pendant les campagnes du Midi, de Normandie et d'Allemagne. Toute sa vie, Louis pria Dieu, Notre-Dame et les saints, vouant une infinie vénération à l'égard de la Vierge Marie. Sauvé de la noyade en 1442 alors qu'il implorait Notre-Dame de Béhuard, Louis fit vœu d'honorer sa protectrice tout au long de sa vie. Dans l'adversité, l'inquiet souverain pliait l'Advocata Nostra afin qu'elle intercédât en sa faveur auprès du Christ. Devenu souverain temporel, le roi Louis veilla à placer son royaume comme lui-même sous la protection bienveillante du ciel. Or à ce titre, le spirituel interférait largement dans les affaires politiques. Il avait ainsi pour habitude de prononcer des vœux mentaux à l'attention de la Sainte Vierge, visant à garantir la réussite de ses entreprises. En contrepartie, Louis s'engageait en conscience à rétribuer les bienfaits de Notre-Dame au plus vite par des démonstrations de piété, financement d'ex-voto, construction ou rénovation d'églises ou de collèges, fondation de messes, etc. Dans l'attente du succès escompté,
Louis veillait à ne pas manger de viande tant que l'argent n'était pas versé aux œuvres promises. Par conséquent, les immenses dépenses que le roi consentait à allouer aux dévotions spirituelles faisaient partie intégrante de sa politique. Pour Louis, chaque victoire était le fruit d'une intercession fructueuse de la Vierge auprès de son fils. Aussi consacrait-il ses prières et ses vœux à des sujets d'importance primordiale, la naissance d'un héritier, la sauvegarde du royaume, la santé du roi. Louis XI ne pouvait négliger son alliance avec Dieu. De nombreuses célébrations visaient à entretenir les bienfaisances divines. Pour honorer sa protectrice, Louis exhorta que ses sujets missent genoux en terre en récitant matin et soir 3 Ave Maria. Puis il ajouta en 1471 la pratique de l'Angélus de midi, rappelant l'annonce de l'ange faite à Marie qu'elle donnerait naissance au Christ, fils du Dieu vivant. De plus, Louis XI célébrait les Saints Innocents le 28 décembre, puis consacrait le jour de la semaine correspondante à cette date à la lecture et à la méditation pour tout le reste de l'année. Il vénérait également les saints protecteurs du royaume, notamment Saint Michel, Saint Denis, Saint Louis et Saint Charlemagne, canonisés en 1165 par l'antipape Pascal III. Fort admiratif de ses aïeux, Louis XI s'inspira largement de l'œuvre de Saint Louis en vue de régir ses propres actions. Au XVe siècle, nul ne mettait en doute que le corps sacré du roi de France fût capable de guérir les malades. Aussi, Louis XI se confessait-il chaque semaine afin de pouvoir toucher les écrouelles. Chaque mercredi, le souverain jeûnait et accentuait ses aumônes. Le jeudi saint, il lavait les pieds des pauvres, sur le modèle du Christ et de Saint Louis. Au cours de ses innombrables déplacements, il pratiquait également le mandé, où il faisait aumône de quelques écus à 13 miséreux. Aussi bien dans son rapport à l'image, dans ses distractions, dans ses conversations, dans son entourage et dans sa vie spirituelle, Louis XI s'incarne comme un être profondément politique. Tout avec lui se confondait avec l'art de gouverner. Méfiant et indifférent à ce que l'on pensait de lui, il usait de son habit, de sa parole, de ses connaissances, de son caractère et de ses dévotions comme d'instruments au service de ses entreprises politiques. Non pas qu'il les réduisît à cette seule ambition, ce qui signifierait que ce roi n'eût été que mensonge et tromperie. Au contraire, Louis avait une véritable passion pour la chose politique, passion à laquelle il consacrait tout son temps et littéralement toute son âme. Or c'est bien cet insatiable bouillonnement, cette irrépressible aspiration à gouverner, qui orientait l'essentiel de son esprit et de ses occupations. En d'autres termes, les nombreux actes de dévotion de Louis XI ne furent guère le fruit d'une simulation, d'une ruse consistant à le faire passer pour un pieux monarque. Il s'agissait à l'inverse de solliciter tous les leviers à sa disposition face à une situation souvent désespérée. Dans une société profondément structurée par la religion, où le roi devait conduire ses sujets vers le salut, Louis XI faisait également preuve d'un grand réalisme politique en veillant scrupuleusement à ce que le royaume restât dans les bonnes grâces de Dieu. Manifestant un caractère à la fois autoritaire et jovial, à la fois brutal et familier, le prince versatile se fit bon nombre d'ennemis mais attira également de multiples soutiens. Répondant à l'efficacité de ses acolytes par la fiabilité de son appui, il assurait à son entourage richesse et protection. Son tempérament, parfois glacial, et sa mauvaise foi, souvent outrancière, en agacèrent plus d'un. Mais son expérience, ponctuée de trahisons, de complications et de déconvenues, lui avait beaucoup appris. Cynique, emporté et méfiant, il lui restait encore de nombreuses choses à apprendre à l'aube de ceindre la couronne. Les échecs à venir, comme ceux du passé, devaient le façonner plus encore à l'exercice du pouvoir. Ainsi, à l'avènement du roi Louis XI, une maturité politique restait à acquérir et une habileté manœuvrière à aiguiser. En tant que dauphin de Viennois, Louis n'était pas seulement fils de roi et héritier de la couronne de France. Frustré de ne pouvoir régner, il aspirait à détenir sa propre principauté. Il n'était en cela pas très différent de ses ancêtres. Le dauphin Charles lui-même, futur Charles V le Sage, n'avait-il pas songé à s'enfuir en Dauphiné avant d'être nommé duc de Normandie par son père? Ne s'était-il pas laissé séduire par les pires ennemis du roi Jean? Charles VII lui-même fut manipulé par le parti armagnac et amené à prendre les armes contre sa famille pour ne pas perdre son titre. Pour un être audacieux et désireux de faire ses preuves, le statut de dauphin, c'est-à-dire d'éternel second, était fort détestable. Pourtant, Charles VII ne fut pas avare envers son fils. Jusqu'en 1445,
il lui confia d'importantes missions dans le domaine militaire ainsi que dans le rétablissement de l'ordre monarchique. Jusqu'en 1446, père et fils formèrent un tandem efficace dans l'affirmation de l'autorité royale. Charles VII d'ailleurs n'hésitait pas à récompenser Louis pour ses actes de bravoure. Toutefois, la praguerie avait démontré que dès 1440, le dauphin, arrogant et ambitieux, n'éprouvait que mépris à l'égard de son père. Cette révolte princière, mal préparée et peu calculée, releva non pas de la raison mais de l'émotion. De même, le départ en Dauphiné ne résulta pas d'une réflexion mais bien d'une discorde, elle-même motivée par l'intrigue, l'impatience et l'avidité du pouvoir. Ainsi, loin de constituer l'archétype froid et utilitariste du prince en action, le dauphin Louis était principalement mu par ses passions. Comme tout prince de sang, il est vrai, le dauphin viennois aspirait à gouverner une province et à pratiquer le pouvoir. Il ne pouvait se contenter d'attendre patiemment qu'un royaume lui tombât entre les mains. Or, il eût été néfaste pour Charles VII que son fils, si prompt à le défier et à s'adonner aux manigances, reçût une province en apanage. N'était-ce pas Jean le Bon qui, en 1363, avait imprudemment cédé la Bourgogne à son fils, Philippe le Hardi, mettant ainsi en péril, 50 ans plus tard, l'intégrité du royaume? Depuis 1420, la leçon avait été apprise. Dans les heures les plus noires de la guerre de Cent Ans, le roi avait pu mesurer la fidélité des grands féodaux, et notamment de la Bourgogne. Légitime, l'héritier du trône représentait une menace permanente pour le pouvoir royal que quelques seigneurs mécontents savaient instrumentaliser à leur profit. Devenu roi, Louis XI lui-même subit de la part de son frère les mêmes tourments dont il avait accablé son père. Autrement dit, Louis fut un dauphin de France relativement semblable aux autres. Convoitant la puissance suprême, il désespérait de ne jamais l'obtenir. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, en 1482, que Louis XI témoigna des remords quant à sa triste conduite à l'égard de son père dont, précisément, il parachevait l'ouvrage. Les hommes du temps de Louis XI se caractérisaient également par l'excès et la démesure. Alliant intelligence, pragmatisme et goût de l'intrigue, les princes n'en laissaient pas moins libre cours à leurs passions. Très émotives, les personnalités du XVe siècle affichaient leurs sentiments sans retenue, dans des explosions de joie et de colère d'une intensité inimaginable aujourd'hui. Au goût du faste et du plaisir se mêlaient ainsi des apparences simples et austères. À l'exubérance des tempéraments s'associait une profonde nostalgie du règne de Saint-Louis, érigé en âge d'or. Le déclin de la chevalerie et l'avènement de l'argent dans les relations féodales n'entachaient pas moins dans les esprits les valeurs d'honneur et de gloire. L'idéal chevaleresque et l'héroïsme qu'il véhiculait façonnaient ainsi des êtres complexes et enracinés. Le rêve chrétien, aspirant à l'union de tous les croyants dans la crainte de Dieu, n'en demeurait pas moins puissant, et notamment dans le domaine politique. Ainsi portés par un univers riche de sens, les contemporains de Louis XI étaient mus par une puissance d'être bien particulière. L'honneur bafoué exigeait la vengeance, les bienfaits appelaient la générosité, l'ambition personnelle justifiait le conflit, la réparation conduisait au pardon. Autrement dit, la pulsion et la morale revêtaient une suprême importance dans le système de valeurs médiéval. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de trouver en Louis XI un être politique au caractère bien affirmé. Dauphin sans royaume, grandissant à l'écart d'une sordide camarilla d'arrivistes gravitant autour de son père, Louis développa un rapport aux politiques largement fondé sur la méfiance et le cynisme. Enfant du grand schisme d'Occident entre 1378 et 1417 et de la crise conciliaire entre 1414 et 1449, il entretint à l'égard de la religion une relation caractéristique de son époque, dédaignant les clercs pour mieux se lier à Dieu, et en particulier à la Vierge Marie. Fruit de la guerre, par laquelle il se mêla à des écorcheurs fort peu recommandables, Louis se dota d'une vision désabusée de l'homme, axée sur la brutalité, la virilité, mais aussi la camaraderie et la simplicité. Enfin, héritant de son père d'une méfiance de tous les instants, Louis se construisit selon son caractère propre. Impatient, ambitieux, manipulateur, autoritaire, moqueur, cynique et relativement indifférent à l'opinion et aux intérêts d'autrui, longtemps il laissa ses passions guider ses actes, jusqu'à l'entraîner dans des catastrophes. Ainsi, en 1461, le dauphin Louis est un homme qui désire ardemment le pouvoir, mais qui n'est animé que par la vengeance.
Ne croyant qu'en la force, il commettra de nombreuses erreurs. Mais avec le temps et la pratique, le roi Louis apprendra peu à peu à composer avec la ruse, se dotant d'une finesse politique redoutable et redoutée.